Les dossiers de Sous l'arbre à palabres. Les dossiers de Sous l'arbre à palabres consacrés aujourd'hui au Phonio du jour, qui sera consacré également au Black History Month. Nous reviendrons sur un retour historique sur cette institution qui date maintenant de plusieurs siècles, un peu plus d'un siècle maintenant. Nous reviendrons sur l'historique, la création d'une tradition civique noire aux États-Unis, comment elle s'est transmise aux États-Unis et comment est-ce qu'elle a influencé le monde, et notamment ici la France et la Belgique. Nous reviendrons sur son créateur, surnommé le père de l'histoire noire, The Black History Month Fad, Carter G. Woodson. Ensuite, nous irons vers une réappropriation de cette histoire et de ce qu'on a appelé la Black Pride, donc faire reconnaître l'histoire noire aux États-Unis et l'apport des Africains américains aux États-Unis. Donc, sans plus attendre, je vais démarrer tout de suite avec une petite remise en contexte. Aux États-Unis, chaque mois de février depuis 1976 se tient le Black History Month, célébrant les contributions des Afro-Américains à l'histoire du pays. Créé donc en 1926 sous le nom de Negro History Week par l'historien afro-américain Carter G. Woodson, qui a vécu de 1875 à 1950. L'événement avait originellement pour objectif de faire connaître et reconnaître l'histoire afro-américaine, alors exclue du récit national, contrer les stéréotypes négatifs attachés au passé des anciens esclaves, et leurs descendants devraient permettre normalement d'affermir la fierté de la race noire dans son héritage et stimuler le respect des Blancs pour leurs compatriotes de couleur. En 1976, à la suite du mouvement pour les droits civiques, la Negro History Week, donc littéralement la semaine de l'histoire noire, est devenue le Black History Month. On note ici le changement de deux mots, donc Negro qui devient Black, donc nègre littéralement qui devient noir, et de week qui devient month, donc la semaine, on passe au mois. Un événement officiel faisant désormais figure d'institution civique nationale. Malgré son dynamisme aux États-Unis, son exportation à l'étranger ainsi que la mise en place d'autres mois de commémoration comme le Women History Month, donc le mois de l'histoire des femmes, le Native American History Month, donc le mois de l'histoire des natifs américains, appelés autrement aussi les Indiens d'Amérique, et le LGBTQ History Month, consacré cette fois-ci à l'histoire du mouvement LGBT. Le mois de l'histoire noire reste la cible de critiques précisément à cause de son institutionnalisation permettant d'apaiser à moindre frais une partie des revendications politiques de la communauté noire américaine. La solennité quasi religieuse de la célébration, on parle parfois à son égard d'une période d'observation, ne peut faire oublier la faible prise en compte des rapports de l'histoire afro-américaine dans le débat public à un moment où celle-ci permettait pourtant de comprendre et combattre la persistance des profondes inégalités et tensions raciales dans le pays. Tout de suite, sans plus attendre, je vais aller maintenant vers un petit historique visant à montrer un peu l'origine de cette tradition civique noire. Donc j'ai précisé tout à l'heure qu'elle venait de février 1926 et que l'historien qui a pris l'initiative de créer cette Negro History Week à la base s'appelle Carter G. Woodson. Et son association s'appelle l'Association for the Study of Negro Life and History, littéralement l'association pour l'étude des Noirs, de leur vie et de leur histoire, qui inaugurait donc aux États-Unis la première Negro History Week. L'objectif de ses promoteurs était de célébrer et de populariser l'histoire des Afro-Américains dans la société américaine. Pour sa Negro History Week, Woodson choisit la deuxième semaine de février afin qu'elle coïncide avec ce qu'il considère comme les dates d'anniversaire de plusieurs grandes figures de l'histoire noire. Il commence par Abraham Lincoln, connu comme le président
disons, responsable, je mets des gros guillemets évidemment, le président responsable de l'abolition de l'esclavage en 1865. C'était une question de perspective historique. On ne peut pas considérer qu'un seul président blanc en plus soit responsable de la libération des esclaves en 1865, précisément le 12 février 1865, donc date de naissance de Abraham Lincoln. Ensuite, le prochain président, le prochain personnage historique très important selon Carter G. Woodson de l'histoire des Noirs, c'est George Washington, encore un autre président des États-Unis, le défenseur de la liberté de la nouvelle nation américaine, né donc le 22 février, après le 12 février 1865 de Abraham Lincoln. Ensuite, on va vers le seul personnage noir dans cette série d'anniversaires, donc Frédéric Douglass, ancien esclave devenu brillant abolitionniste qui ne connaissait pas sa date de naissance et qui opta pour la Saint-Valentin, donc le 14 février. Tous les trois, disait Woodson en 1942, furent des soldats de la liberté et pensaient que les Noirs devaient être libérés. En ce sens, l'historien Henry Louis Gates a raison de noter que Woodson souhaitait sculpter un nouveau mont Rushmore dans le cœur des Américains. Je rappelle que le mont Rushmore, c'est ce mont qui... les images circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Le mont Rushmore qui comporte les têtes de différents personnages américains. C'est un mémorial national américain sur le territoire de la ville de Keystone, près de Rapid City, dans l'état du Dakota du Sud, consistant en une sculpture donc monumentale de granit localisée à l'intérieur du monument présidentiel des États-Unis. Il retrace 150 ans de l'histoire du pays. Les sculptures de Goodson Borglum, qui est donc le sculpteur qui a fait l'œuvre. La sculpture est haute de 18 mètres, représente 4 des présidents les plus marquants, disons, de l'histoire américaine des années 1770 aux années 1900. Il s'agit de gauche à droite de George Washington, 1732-1799, de Thomas Jefferson, de 1743 à 1826, qu'il a vécu, de Theodore Roosevelt et finalement de Abraham Lincoln. Ce mont a été nommé le mont des 6 grands-pères par les Amérindiens de Lakota, donc les Sioux qu'on les appelle. Donc le nom avait un nom, le mont avait un nom très précis avant que la main du colonialisme, la main de l'esclavagisme aussi ne renomme ce nom comme souvent dans les pays qui ont subi le colonialisme. Donc le mont s'appelle Rushmore en l'honneur de Charles Rushmore, un grand avocat de New York qui la remarqua durant une expédition en 1857, comme si personne d'autre ne l'avait remarqué avant. Nous allons continuer ici avec la tradition historique de ce mois, le Black History Month. Donc en 1926, ces anniversaires étaient déjà célébrés dans la communauté noire américaine, en particulier celui de Lincoln, surnommé The Great Emancipator, qui signifie littéralement le grand émancipateur, qui depuis son assassinat en martyr le 15 avril 1865, tout comme celui de Douglas, The Lion of Anacostia, surnommé The Lion of Anacostia, désolé pour mon accent. Frédéric Douglass a été nommé ainsi, littéralement The Lion of Anacostia signifie le lion d'Anacostie. En fait, ce surnom-là vient aussi du fait que l'une des photos les plus célèbres de Frédéric Douglass, c'est celle où il a un âge assez avancé de sa vie. Il a la barbe très très blanche et de longs cheveux qui sont devenus blancs aussi par le temps. Et donc on fait souvent ce parallèle entre son visage à ce moment-là et la crinière du lion, d'où le surnom The Lion of Anacostia. Alors c'est une dimension aussi très, c'est une tradition très vieille de comparer un homme noir à un animal. C'est pas quelque chose qui est anodin, ça participe à la déshumanisation de celui-ci. Donc The Lion of Anacostia, pour en revenir à Frédéric Douglass, depuis son décès en 1895, peu à peu dans les communautés noires du pays, la Negro History Month, la Negro History Week se met en place par l'intermédiaire d'un certain nombre d'initiatives
éducative pour faire connaître sa semaine, Woodson envoyait le Negro History Week pamphlet, donc le pamphlet de la semaine de l'histoire noire, à la fois brochure promotionnelle et livret de vulgarisation aux bureaux scolaires, aux écoles primaires et secondaires, aux églises noires, aux journaux blancs et noirs, aux revues spécialisées, aux bibliothèques et aux clubs de lecture, aux stations de radio et à toutes les institutions susceptibles d'y prendre part. Entre la fin des années 1920 et 1950, la semaine de l'histoire noire se développa rapidement dans les écoles noires et dans quelques rares écoles blanches, jusqu'à adopter une forme standardisée. Au milieu du siècle, des quelques rares écoles blanches jusqu'à adopter, au milieu du siècle, des Negro History Kits, donc les kits de l'histoire noire très complets étaient désormais préparés par l'association de J. Edgar Woodson afin de faciliter l'organisation de la célébration. En 1948, par exemple, le kit contenait une brochure de 32 pages vendue au prix de 2 $ contenant les poèmes, les oraisons, une liste de jeux et un programme pour chacun des 5 jours de classe de la Negro History Week. Pour en venir maintenant un peu à une biographie de Carter G. Woodson, surnommé donc The Father of the Black History Month, donc le père de l'histoire noire. On peut reconnaître le personnage et on peut expliquer comment est-ce qu'il se lance dans cette aventure, parce qu'il est lui-même fils d'anciens esclaves ayant combattu dans les rangs nordistes pendant la guerre de sécession. Je rappelle, ici on mentionne la guerre de sécession, le lien avec la Belgique. On connaît un certain Henry Morton Stanley, explorateur et journaliste qui a été engagé par Léopold II dans le cadre de ce qu'on appelait l'envahissement du Congo. Stanley, avant de se rendre au service de Léopold II, a d'abord été un grand aventurier, notamment vers les États-Unis. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il adopte ce nom, puisque au départ de son pays natal, du pays de Galles, d'où il est originaire, il s'appelle d'abord, sa maman lui a donné le nom de John Rolland. Il n'est pas né Henry Morton Stanley. Sa maman est une prostituée qui a eu plusieurs enfants avec différentes personnes, et comme son père à lui n'était pas identifié, c'est un ivrogne du coin qui a accepté contre une petite somme et des bières de donner son nom d'emprunt à cet enfant qui va s'appeler John Rolland. Et donc à ses 17 ans déjà, il s'engage dans la marine et il va faire un peu de l'exploration. Il va aller vers d'abord les États-Unis où il va naviguer sous les commandements d'un certain Henry Stanley qui a été son mentor, et c'est Henry Stanley qui le prend comme un fils, et finalement il va décider de se renommer Henry Stanley. Le Morton par contre, Henry Morton Stanley, on ne sait pas très bien d'où provient ce nom. Le Morton vient, c'est encore un flou historique. On ne sait pas très bien, ça reste encore à déterminer d'où vient le Morton. Pour mentionner ici son lien avec la guerre de sécession, c'est que Stanley a d'abord fait la guerre de sécession avec le Sud. Ensuite, il a été fait prisonnier et il a fait la guerre avec le Nord. Mais tout le monde a retenu de lui que c'était un anti-esclavagiste. Pour en revenir un peu à Woodson, il est né en Virginie en 1875, c'est-à-dire dans le Sud, 10 ans après la fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage. Le jeune Carter vécut sa jeunesse au moment même où la période dite de reconstruction touchait à sa fin pour laisser place à un siècle de ségrégation raciale soutenue par la violence terroriste des suprématistes blancs. Un contexte justement appelé le nadir des relations raciales dans les États-Unis de l'après-1865 par un futur étudiant de Woodson, l'historien afro-américain Rayford Logan. Je rappelle qu'il y a un film très intéressant sur comment la transition s'est faite entre le système esclavagiste et après, c'est-à-dire le système de ségrégation raciale. Ce film s'appelle The 13th, désolé encore pour mon accent, ça s'appelle littéralement le 13e, en référence
au 13e amendement de la Constitution des États-Unis qui, en gros, dit que toute personne sur le territoire ne peut pas être forcée aux travaux forcés, sauf si, évidemment, c'est un criminel. Donc, la stratégie des suprématistes blancs a été en fait de criminaliser tous les esclaves qui venaient d'être libérés. Et donc, pour tout et n'importe quoi, on portait plainte et on emprisonnait les gens. Et comme les prisonniers ne bénéficiaient pas du 13e amendement, tous les anciens esclaves se sont retrouvés dans les prisons. Et c'est comme ça que l'incarcération de masse a connu un bond aux États-Unis. Je rappelle que pour un pays où les Noirs sont minoritaires, ils font la majorité des personnes en prison. Alors, à cause de sa pauvreté et de son travail, pour en venir ici à Carter D. Woodson, à cause de sa pauvreté et de son travail au champ en Virginie, puis dans les mines de charbon en Virginie occidentale, le jeune Carter poursuivit une scolarisation très intermittente et ne dut sa maîtrise des éléments fondamentaux du cursus scolaire qu'à sa pugnacité d'autodidacte. Alors, je fais ici une référence également à un autre autodidacte très connu, c'est Patrice Emery Lumumba, évidemment, que l'on ne peut ignorer, qui a été formaté évidemment par le système colonial belge, qui était même un évolué. Vous savez, les évolués, c'est cette classe de Congolais qui devait être utilisée normalement contre le peuple congolais lui-même. Patrice Lumumba s'est formé à travers l'enseignement colonial, mais surtout sa conscience panafricaine et sa conscience africaine se sont forgées parce que l'homme tenait à se former lui-même. Donc son caractère autodidacte l'a énormément aidé. Les rumeurs racontent même que s'il porte des lunettes, c'est parce que justement il avait tellement lu à la bougie que sa vue avait affaibli à travers le temps, et d'autres rumeurs disent encore qu'il allait même voler des ouvrages dans les poubelles des Blancs belges au Congo. Pour en revenir ici à J. Edgar Woodson, en 1908, autre date aussi qui rappelle ici en Belgique un événement très important, 1908, date à laquelle la colonie a changé de nom, donc on est passé de l'État indépendant du Congo au Congo belge, date à laquelle la propagande coloniale nous dit qu'en fait, en 1908, Léopold II, sentant sa mort arriver bientôt, a légué de bon cœur son État indépendant du Congo à la Belgique, ce qui est évidemment faux. Dans les faits, on se rappelle que dans le contexte de l'époque, tout ce qui précède 1908, tout ce qui est fin du 19e siècle, début du 20e, la polémique sur les crimes qui sont commis au Congo, la polémique sur les mains coupées, les différentes mutilations, les crucifixions, je rappelle, crucifixions de bébés au Congo, font tellement polémique sur le plan international et ici en Belgique que la classe politique belge va obliger Léopold II à rendre son État indépendant du Congo. Et à partir de ce moment-là, on est passé de la propriété privée, donc le Congo qui était considéré comme le jardin personnel de Léopold II, va devenir désormais la propriété publique gérée par le Parlement belge. Nous allons revenir tout de suite, on va observer une courte pause musicale et nous allons revenir sur le Black History Month et pourquoi est-ce que cette institution a été mise en place.